Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés en ce mercredi 12 mars. Quelle est l'actu du jour? La réponse dans ce sommaire. Nous irons en mer pour évoquer la prochaine compétition à laquelle participera le Yacht Club en juillet, l'Admiral's Cup, la Coupe Davis des navigateurs en quelque sorte. Ce sera la première participation de Monaco à cet événement. À ce titre, nous écouterons le vice-président du Yacht Club, Pierre Casiraghi, et Boris Herrmann qui revient du Vendée Globe. Une équipe de reporters de Monaco Info est du côté de Turin pour suivre en ce moment même les Jeux d'hiver spécial Olympics. Aujourd'hui, ils reviendront sur les courses de raquettes. En basket, avant la rencontre d'Euroleague de jeudi qui opposera le Maccabi à Monaco, les réactions d'avant-match. Le salon One-to-One se déroule en ce moment au Grimaldi Forum. Cet événement est dédié chaque année au e-commerce. Le directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo nous présentera les temps forts de cette édition 2025 avec pas moins de 48 rendez-vous dans 17 lieux différents. À suivre également 2 reportages sur l'univers médical en principauté entre la Journée nationale de l'audition et la Semaine internationale du cerveau. Retour sur la soirée de l'hôtellerie et de la restauration qui s'est tenue à l'hôtel Hermitage hier au soir. Et nous finirons avec votre rubrique Ceux qui font Monaco. Il sera question de vêtements de luxe et de sportwear avec MC Market The Corner. C'est le retour d'une grande compétition internationale de voile. On l'a souvent comparée à la Coupe Davis des régates et elle n'avait plus eu lieu depuis 2005. L'Admiral's Cup, 20 ans après cette compétition, fera son retour du 17 juillet au 1er août du côté notamment de l'île de Wight dans la Manche. Et ce sera la première participation de Monaco dans l'histoire de l'Admiral's Cup. Je vous propose d'écouter à ce propos Pierre Casiraghi au micro de Gaëtan Lebrun. Écoutez, c'est une coupe mythique qui a été pour la première édition en 1957 et qui a été la dernière édition en 1993 et c'est la première participation pour Monaco. Donc on est très excités de pouvoir représenter le Yacht Club et la principauté sur cette coupe mythique. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu et c'est une coupe très particulière parce que c'est beaucoup de formats de voiles différents. Il y a les courses inshore, les côtières et on termine avec une course mythique qui est le Fastnet. Donc on va avoir 2 bateaux pour représenter le club, un TP52 qui sera barré par Peter Harrison qui est le skipper et nous on sera avec Boris et une partie de l'équipe Malizia, donc avec Will, Cole Bauer aussi et d'autres marins de l'équipe. Donc nous on aura un équipage plus focalisé sur la partie offshore, essayer de marquer un maximum de points sur les courses offshore. Donc évidemment le Fastnet va compter beaucoup. Mais il faut se rappeler que voilà, c'est un 40 pieds qui est ouvert. Donc s'il y a des conditions fortes dans le Fastnet, ça va être quand même costaud, compliqué. Mais voilà, on se prépare pour ça et on devrait être à peu près 8 à bord sur le bateau. On va essayer de définir ça un petit peu mieux pendant les entraînements. Mais voilà, donc on va commencer à se préparer à partir d'avril. Et l'un des navigateurs qui participera à l'Admiral's Cup, Boris Herrmann, qui revient du Vendée Globe. Il est avec nous. Boris, bonsoir. Bonsoir. Ça va vous faire drôle, j'imagine, de vous retrouver en équipage et non pas tout seul comme au Vendée Globe pour l'Admiral's Cup. Oui, j'ai hâte de retourner en équipage, vrai équipage, avec 9 ou 10 personnes à bord. Pour l'Admiral's Cup, avec Pierre Casiraghi à la barre, en juillet, ça va être un grand événement. Qu'est-ce que représente pour vous cette course, l'Admiral's Cup? Donc, mon enfance était marquée par les journaux de voile, les bouquins et tout, les films. Et l'Admiral's Cup, c'était les belles images, les premières voiles en millard, les voiles jaunes, ça m'a fait vraiment halluciner. Le petit garçon qui voyait ces bateaux de course, ça faisait une grande impression sur moi. Et donc là, 20 ans plus tard, on revient sur cette course mythique. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a plus eu depuis 2005, il y a 20 ans. Je voudrais que l'on revienne sur le Vendée Globe. Comment vous définiriez cette dernière édition pour vous? Comment elle s'est passée pour vous? Donc une vraie régate planétaire, plus que les précédents Vendée Globe. Plus régate que de l'aventure, énorme performance de la flotte avec une performance hallucinante des 3 premiers, un enchaînement des fenêtres météo pour eux aussi, un peu de chance aussi bien sûr, mais un peu de malchance pour nous après le Cap Horn tout auprès, difficile à remonter de l'Atlantique après la casse à la fin, donc pas le résultat sportif souhaité, mais une revanche en 4 ans.
Vous finissez d'ailleurs 5e il y a 4 ans et 12e cette année, mais paradoxalement, votre temps est meilleur cette année. Vous le faites en 80 jours, 10 heures et 16 minutes. C'est près de 4 jours plus tôt qu'il y a 4 ans. Concernant cette dernière édition, votre verre, il est plutôt à moitié plein, à moitié vide. C'est plutôt positif, négatif? Comment vous le prenez? Il est toujours moitié plein. Je reste positif. Il y a tellement de belles choses d'une campagne qui tourne sur 5 ans avec la planification, la construction du bateau, le dessin, tous les calculs. Et, on se projette dedans, on est excité. On voit un bateau naître sous les yeux avec les premiers traits de crayon 2021. En février, on a commencé tout de suite après le précédent Vendée Globe. Donc, quel projet, mettre tout ça en place, faire un tour du monde en équipage. Donc, le Vendée Globe, c'est vraiment le sommet de l'iceberg d'une belle campagne qui aboutit. Et j'étais premier du classement général de l'IMOCA l'année dernière avec les 2 transats qui se sont très bien passés, 2e, 2 fois 2e. Et là, le classement Vendée Globe inclus, je suis toujours 4e au classement général. Donc, on n'est pas obligé de se cacher avec tout ça. Est-ce qu'au niveau émotionnel, au niveau des émotions, est-ce que vous avez profité par exemple de ce Vendée Globe? Vous l'avez apprécié ce Vendée Globe, cette 2e édition pour vous? Effectivement, vous avez peut-être remarqué, j'ai vraiment profité. Souvent, j'ai trouvé des ressources, une résilience aussi avec les moments compliqués. Je restais zen et pas trop stressé, il n'y avait pas ces émotions quasi traumatisantes comme dans le premier Vendée Globe où je me sentais très seul, très à la limite parfois. Donc vraiment ça c'est de la bonne surprise de cette course et ça me met vraiment dans une position de grande envie pour vraiment attaquer en 4 ans. Donc rendez-vous dans 4 ans pour le Vendée Globe et plus proche dans le temps, à partir du 17 juillet, vous participerez à l'Admiral's Cup, une grande compétition internationale en équipe qui fait son retour après 20 ans d'absence. Boris Herman, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Nous vous en avons parlé dans notre édition d'hier. Les Jeux mondiaux d'hiver spécial olympique se déroulent en ce moment en Italie autour de Turin. Chaque soir, Frédéric Hélion et Camille Caloni vont nous faire découvrir des disciplines ou des membres de la délégation monégasque présents sur place. Frédéric, focus aujourd'hui sur les courses de raquettes. Effectivement, Fabien, sur ces Jeux mondiaux d'hiver spécial Olympics, pas de balade en raquette, en forêt, mais des courses de raquettes à neige sur différentes distances, des formats plutôt courts comme le 25 ou le 50 mètres, en passant par le 100, le 200 mètres jusqu'au 800 mètres. Avant les finales qui débuteront demain, tous les athlètes ont participé hier et aujourd'hui aux épreuves de divisionning, un système unique que l'on retrouve sur toutes les compétitions de Special Olympics. Le divisionning, en fait, c'est une somme de 4 temps. 3 que tu fais chez toi, à Monaco, et 1 que tu vas faire ici. Ils vont diviser, et si en finale, tu fais plus ou moins entre 15 et 20%, l'athlète est disqualifié. Une course doit être entre 2 et 3 secondes. C'est juste pour ne pas qu'il y ait trop de différences. Ouais, par exemple, pour les Paralympiques, il y a des lettres, alors que chez nous, ça passe par le divisionning, quels que soient les sports individuels. Le divisionning permet donc de former les start lists des différentes finales afin de les rendre équitables et homogènes. 4 athlètes de Special Olympics Monaco y ont participé sur le 100 et 200 mètres ainsi que le relais 4 x 100 mètres. Ils ont pu prendre leur marque sur le site de Sestrières avant les finales. Un peu de stress, mais ça s'est bien passé. Et heureusement qu'il y avait les coachs pour le soutenir. On présente Special Olympics Monaco avec cette belle vue, avec ce magnifique cadre magnifique. Moi c'était très bien. J'étais un petit peu en stress, j'étais un peu paniqué, mais ça va été. J'ai fait un beau départ. J'arrivais, le virage était parfait. C'est tout, j'ai un peu accéléré. C'est très bien, mais j'ai doublé le 3e, le 2e, et après, voilà, c'est tout. C'est magnifique parce que bon, je l'ai déjà vécu moi une fois en 2017 avec Madame Calme. J'ai vécu les Jeux en Autriche et c'est une très bonne expérience parce que ça apporte beaucoup. On voit beaucoup d'équipes. On échange et voilà, c'est aussi une bonne expérience pour tout le monde, surtout pour Robin, que c'est ses premiers Jeux.
Et ce qui est marquant, Fabien, sur ces Jeux mondiaux d'hiver spécial olympique, c'est l'atmosphère particulière qui règne sur tous les sites ici dans le Piémont. Il y a énormément de sourires, beaucoup aussi d'émotions partagées avec le public, les bénévoles et les encadrants. Une grande solidarité également entre athlètes. Regardez ces belles images tournées à l'arrivée des courses de raquettes à neige. Elles illustrent parfaitement l'esprit de Special Olympics, la recherche du dépassement de soi, le respect et la solidarité. Et demain, Frédéric Hélion et Camille Caloni vous dresseront le portrait du doyen de la délégation monégasque qui, à 55 ans, participe aux épreuves de ski de fond. En basket, la Roca Team affronte le Maccabi Tel Aviv demain à 20h05 dans le cadre de la 29e journée d'Euroleague. Le match se jouera sur terrain neutre à Belgrade, en Serbie. Les Monégasques restent sur 3 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, et feront office de favoris face au club israélien, 16e d'Euroleague. Eli Okobo est revenu au micro de Gaëtan Lebrun sur la dynamique de l'équipe avant ce match capital. Il reste 6 matchs très importants pour le classement final. On a passé une bonne semaine. On était vraiment concentrés. On a vu que tout le monde a participé au succès de l'équipe. La balle bougeait très bien défensivement, tout le monde faisait les efforts, ça communiquait bien. Et voilà, il faut rester sur cette dynamique-là pour finir et finir dans ce top 4 en Euroleague surtout. C'est une équipe qui a pu battre le Fener, on l'a vu. Il va falloir jouer dur, garder notre identité et voilà, même s'ils sont en bas de tableau, être vraiment concentrés pour nos objectifs à nous. Et voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, c'est pas un espace facile, mais on va être concentrés, on va faire ce qu'il faut. 2200 professionnels se sont donné rendez-vous au Grimaldi Forum depuis hier et jusqu'à demain. Le centre de congrès accueille le One to One. Depuis 14 ans, cet événement permet chaque année aux acteurs du e-commerce de découvrir et d'investir dans les meilleures innovations du marché. Sarine Kari et Lionel Bernardi. Lorsque l'on parle d'e-commerce, on pense forcément à Shein ou AliExpress. Et pour cause, les sites asiatiques pèsent lourd dans le marché de la vente en ligne. Malgré ce constat, les dirigeants des plateformes européennes restent confiants, notamment avec le développement d'une technologie que l'on connaît bien et qui fait partie des priorités d'investissement pour 2025. C'est les thématiques aussi qui font vivre l'événement, bien entendu. Et aujourd'hui, beaucoup de sujets autour de l'IA. Qui est finalement un des moyens de pouvoir avancer dans son écosystème. Et c'est justement sur l'intelligence artificielle que mise Equadis. L'entreprise suisse fait partie des 200 exposants et aide les marques comme Danone ou Chanel à communiquer sur leurs produits en ligne. On permet à nos clients qui sont français par exemple et qui veulent s'émanciper sur le marché européen de traduire leurs produits dans toutes les langues partout où ils vont commercialiser. On leur permet aussi, parce que c'est pas très facile, de créer du contenu. À quelques pas de là, le stand jaune de Snapchat attire notre attention. L'application est présente au salon pour toucher de nouveaux annonceurs. On rassemble aujourd'hui 28 millions de personnes tous les mois. Et c'est cette audience en fait, qu'on va venir mettre en avant. Au niveau des formats en fait, qu'on va pouvoir retrouver, il y a le plus connu, le plus iconique, c'est la réalité augmentée, les fameux filtres, parce que Snapchat ouvre à travers la caméra. Et donc en tant qu'annonceur, on va pouvoir venir sponsoriser des expériences dans la caméra. Ça c'est pour le plus connu. On a également un peu plus classique, mais la présence de vidéos en fait, au sein des stories, qu'on va pouvoir également médiatiser. Au-delà des conférences et ateliers, ce sont surtout grâce aux rendez-vous en one-to-one que le salon se dénote. Une force qui transparaît dans son nom. 9000 ont été enregistrés cette année, sans compter tous les échanges qui se font de manière plus informelle. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo du 2 mars au 27 avril avec pas moins de 48 rendez-vous, que ce soit des concerts, des masterclass, des tables rondes ou encore des déambulations musicales. Et tout cela dans 17 lieux différents. Pour évoquer le programme et la thématique de cette année, nous recevons le directeur artistique du Printemps des Arts, Bruno Mantovani. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour une nouvelle édition du Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Ça sera en partie un hommage au compositeur Pierre Boulez. Pourquoi ce compositeur ? Parce qu'il était compositeur, mais aussi chef d'orchestre, mais aussi directeur d'institution, mais aussi fondateur d'institutions. Il était un passeur, un transmetteur. C'était une personnalité qui savait faire absolument tous les métiers de la musique. C'était un personnage majeur de la musique du XXe et du XXIe siècle, que Pierre Boulez est venu en principauté pour un concert il y a quelques années, et qu'il s'agit de son centenaire que l'on célébrera notamment le 26 mars 2025, puisqu'il est né le 26 mars 1925. Donc tout un tas de bonnes raisons de dresser un portrait très large de ce musicien protéiforme. Alors vous l'avez bien connu, vous avez parlé là du compositeur, comment était l'homme ?
L'homme était double. Le double, d'ailleurs, est une notion importante dans sa musique, la confrontation, la distance, le dialogue. Double parce que quand il était dans des prises de position artistiques, il pouvait être extrêmement dur, cassant, presque austère. Et alors qu'il était dans la vie un homme absolument charmant, délicieux, affectueux, à l'écoute de l'autre. C'était quelqu'un de profondément gentil, peut-être de profondément pudique aussi. Et la pudeur faisait qu'il parlait peu de ce qu'il était lui-même, mais avec des convictions voilà, qui pouvaient quelquefois l'amener à tenir des propos qu'aujourd'hui on regarde en se disant « Mon Dieu, la parole était très libre à cette époque-là ». Et au niveau de son œuvre, un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire de l'ensemble de son œuvre ? Alors, son œuvre a beaucoup évolué. On va présenter très peu de musique de Pierre Boulez, puisqu'on va surtout montrer les autres aspects de sa vie et de sa carrière. Vous imaginez quelqu'un né en 25, donc qui a 20 ans au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui a besoin de reconstruire un nouveau monde. Et Pierre Boulez a pensé que l'esthétique pouvait participer de cette reconstruction. Donc des nouveaux langages, une musique très discontinue au début, très fondée sur, on va dire, les idées musicales les plus éclatées, les plus élargies. Et puis progressivement, un sens de la continuité, de la dramaturgie qui s'installe, au fur et à mesure aussi où son activité de chef d'orchestre prend de l'importance, un autre rapport au son, à la sensualité, et donc une œuvre qui est vraiment majeure, puisque la musique de Pierre Boulez est jouée absolument partout dans le monde. Le programme, en quelques mots, il y a de nombreuses dates jusqu'au 27 avril. Oui, il y a 25 concerts, il y a ce qu'on appelle les before, c'est-à-dire des moments de conférences, de tables rondes, de présentations, des afters, des moments beaucoup plus légers où on joue, où on parle avec les artistes. Et puis donc ces programmes avec à la fois de la grande musique orchestrale, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo évidemment, mais aussi l'Orchestre Symphonique de la BBC de Londres, dont Boulez a été le patron pendant quelques années. Et de la musique de chambre, de la musique vocale, un récital de mélodie par exemple, avec Vincent Le Texier et Ankusa Aprodou au piano. Et tout un tas donc j'allais dire, ce portrait doit être le plus large possible. Et donc, comme Boulez avait à la fois des relations avec ses amis, avec son professeur Olivier Messiaen, avec la génération qui l'a suivi, un programme plutôt axé cette année vers la modernité et vers la modernité, et j'allais dire aussi les modernités, y compris celle de Beethoven. Alors on ne peut pas tout citer, mais qu'est-ce que vous allez garder? Quels seraient vos coups de cœur? C'est toujours difficile de répondre à cette question parce qu'un festival, c'est comme une œuvre. On a tendance à dire, mais venez du premier au dernier concert, suivre cette trajectoire. Bien sûr, la venue de la BBC est un événement. Bien sûr, le concert avec la 8e symphonie de Bruckner au Grimaldi Forum en sera un. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui me paraissent très importantes. La venue du Quatuor Aquilone pour 2 concerts, ce récital de musique vocale, les programmes de jazz avec Hervé Célin aussi, les programmes jeunes publics. En fait, il y a vraiment de quoi contenter tout le monde dans cette programmation. Alors, le Printemps des Arts de Monte-Carlo, en chiffres, c'est combien d'artistes, combien de personnes qui y travaillent, combien de spectateurs? On a à peu près 400 artistes cette année qui viennent au festival pour ces 25 concerts. Les personnes qui y travaillent, on a une équipe fixe, nous sommes 6, mais on a par ailleurs énormément de personnes qui viennent nous assister pendant le festival. Les régisseurs, la technique, le photographe, enfin tout ce qui fait, les chauffeurs aussi, tout ce qui fait aussi qu'un festival est une fête, et c'est l'étymologie du mot festival. 400 artistes, je le disais, des dizaines de compositeurs joués, de dizaines d'œuvres jouées, et puis un nombre de spectateurs croissant avec surtout, cela me semble très important, énormément de jeunes publics, puisque le festival est gratuit, tous les concerts sont gratuits pour les moins de 25 ans. Et pour finir, pour donner envie aux téléspectateurs de se rendre à ces différentes dates, qu'est-ce qui fait le charme de ce festival? Le charme, c'est la surprise. C'est que quand on vient au Printemps des Arts, on ne vient pas écouter des programmes un petit peu convenus et des programmes, j'allais dire, un peu standards. On vient écouter des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Des œuvres de Stravinsky, des œuvres de Schoenberg, et parmi les moins jouées, par exemple. On vient entendre la création contemporaine. On vient aussi voir comment la musique et les autres formes d'art dialoguent. La littérature, énormément de poésie cette année, la danse avec les ballets de Monte-Carlo. Donc on vient en fait... On prend le spectateur par la main, on lui donne tous les outils pour avoir du plaisir pendant les concerts et les spectacles, mais après, la surprise doit faire son effet. Alors je vous incite à aller sur le site du Printemps des Arts de Monte-Carlo pour connaître toutes les dates et toutes les modalités pour y assister. Bruno Mantovani, merci. Merci à vous.
Demain, 13 mars, il s'agira de la journée nationale de l'audition. À cette occasion, une équipe de Monaco Info s'est rendue au Centre pour l'audition et l'équilibre qui s'appelle Autoneuro Monaco pour recueillir des informations sur l'importance de préserver la santé auditive en effectuant régulièrement des dépistages. Le reportage de Christine Dapetit et Arnaud Imbert. Préserver la santé auditive commence par un dépistage précoce des éventuels problèmes auditifs afin d'éviter les complications futures. La sensibilisation à ce sujet est donc primordiale. Les oreilles des enfants, par exemple, sont particulièrement sensibles au bruit, beaucoup plus que celles des adultes. Il est donc crucial de les protéger dès le plus jeune âge. C'est pourquoi les dépistages auditifs débutent dès la petite enfance. Pourquoi c'est important? Parce que déjà chez l'enfant, c'est le contact avec le monde extérieur, c'est le développement du langage, le développement des apprentissages. Donc le dépistage et la prise en charge d'un trouble auditif chez le petit enfant est essentiel au développement du langage, des fonctions cognitives. La toxicité du bruit ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Aujourd'hui, nous sommes tous exposés à des niveaux sonores élevés, notamment à travers la musique amplifiée, l'utilisation d'écouteurs ou de casques et lors de concerts. C'est très important de sensibiliser les gens parce qu'une fois que l'oreille est dégradée, ça ne peut pas se récupérer. Un des premiers signes de la dégradation de l'audition liée au bruit, c'est des difficultés à comprendre dans un milieu ambiant bruyant. Dès que surviennent ce genre de symptômes, il faut aller faire un test auditif, des tests auditifs poussés, avec des tests auditifs dans le bruit, des tests de compréhension dans le bruit, de façon à appareiller le plus vite possible. Parce qu'en fait, ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'il y a une surdité qui apparaît avec des difficultés à la compréhension dans le bruit, en fait, si on n'appareille pas, on multiplie par 5 au moins le risque de déclin cognitif, c'est-à-dire la survenue de troubles cognitifs graves comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Outre l'exposition au bruit et au traumatisme sonore, une autre cause de dégradation de l'audition est liée à certaines chimiothérapies dites ototoxiques. Certains produits utilisés en chimiothérapie ont une action délétère sur l'audition qui est très importante. Pour certains produits, jusqu'à 60% des patients qui subissent ces chimiothérapies ont une dégradation importante de l'audition qui peut aller jusqu'à la surdité complète. Il est donc essentiel de dépister tout début de surdité pendant le traitement de chimiothérapie. C'est dans cette optique qu'un partenariat a été mis en place entre le service de cancérologie du CHPG et le centre dédié à la surveillance systématique de l'audition lors des séances de chimiothérapie. Cela permet de traiter rapidement les problèmes auditifs dès qu'ils apparaissent. Ainsi, préserver notre santé auditive est essentiel, vous l'aurez compris. Et rassurez-vous, avant de vous orienter vers un appareillage, le centre propose d'autres alternatives dont certaines sont parmi les rares disponibles comme l'entraînement de l'audition en milieu bruyant. Le programme AudioGym donne d'excellents résultats et permet ainsi de ralentir la perte auditive. On reste dans le domaine médical. À l'occasion de la Semaine du cerveau, découvrez les incroyables bienfaits du chant, de la musique et de la danse sur notre cerveau. Comment ces pratiques influencent-elles nos émotions et nos capacités cognitives? Élément de réponse dans ce reportage signé Vanessa Dessy, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. C'est un véritable stimulant pour le cerveau. En plus de favoriser la production d'endorphines, ces hormones du bien-être, la musique renforce la mémoire et améliore la concentration. Chanter en groupe crée un sentiment d'appartenance et diminue le stress, un effet prouvé par les neurosciences. Des études montrent également que la pratique vocale active plusieurs zones cérébrales, notamment celles liées aux émotions. Je pense que c'est un formidable exutoire, d'abord. Ensuite, il y a, je pense, cette notion de recherche intérieure par rapport à la musique, c'est-à-dire que nous avons nos sens et nos perceptions qui font que soit nous pouvons être récepteurs de musique, soit émetteurs de musique. Il se crée en fait une chimie, et je dirais presque une alchimie avec nous-mêmes, qui fait que nous ressentons des effets de bien-être assez importants directement. Ensuite, après ces effets de bien-être, on peut aller plus loin peut-être et aller chercher vers le côté thérapeutique carrément de la pratique du chant, de la musique en général.
La danse, quant à elle, est un puissant allié du cerveau. En associant mouvement, rythme et coordination, elle stimule les connexions neuronales et préserve la capacité cognitive. Des recherches ont démontré un rôle bénéfique dans la prévention des maladies. Danser engage également le système moteur et renforce l'équilibre, tout en sollicitant la mémoire et la créativité. Plus qu'un simple exercice physique, c'est une véritable gymnastique cérébrale. Les tangos, c'est différent de toutes les autres danses car il y a l'improvisation. Donc l'improvisation va engager le cerveau d'une une façon tout à fait différente que les autres danses. C'est une thérapie que nous pouvons appliquer aussi pour les gens qui sont déjà malades, malheureusement, comme le Parkinson, l'Alzheimer. Mais surtout, le mieux, c'est pour la prévention, dans le sens qu'il n'y a rien de mieux qu'être enlacé à une autre personne avec de la musique. Et surtout, cette différence de l'improvisation va générer vraiment un bouleversement du cerveau qui va tout changer. Car dans cette façon, nous ne faisons plus de la danse, mais nous sommes danseurs. Et donc c'est la différence entre faire et être. Musique, chant, danse, autant de pratiques qui démontrent à quel point le cerveau est réceptif aux stimulations artistiques. En combinant émotion et cognition, elle participe au bien-être mental et à la préservation de certaines pathologies. La Semaine du cerveau met en lumière ces liens fascinants entre art et neurosciences, offrant au public une meilleure compréhension de ses propres capacités cérébrales. 80 ans, ça se fête. Les hôteliers et restaurateurs de la Principauté étaient réunis hier à l'hôtel Hermitage pour le dîner annuel de l'Association des industries hôtelières monégasques. L'organisation a profité de cette occasion pour célébrer son anniversaire aux côtés du souverain. Retour en images sur cette soirée avec Sarah Nkari et Arnaud Imbert. L'hôtel de Paris, le Méridien Beach Plaza ou encore les enseignes du groupe Giraudi, les principaux hôtels et restaurants de la Principauté étaient représentés lors de cette soirée. Pour celles et ceux qui les font vivre, il n'était pas question de manquer ce rendez-vous, un incontournable organisé chaque année par l'association. C'est très important d'être ici. Nous sommes très fiers de participer à cet événement. C'est aussi une occasion d'échanger, de plaisanter un peu aussi. On est toujours très sérieux dans la rigueur, vous savez que ça fait partie de notre métier. 90 convives ont pris place dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage, dont le prince Albert II. Du côté des organisateurs, il s'agissait pour cette édition de mettre les bouchées doubles. 80 ans, ça n'arrive pas deux fois. L'hôtellerie et la restauration contribuent beaucoup aux ressources de la Principauté et donc d'avoir effectivement la présence de Monseigneur et de quelques ministres nous ravit. Au quotidien, l'association porte la voix des professionnels du secteur qui d'ailleurs se portent plutôt bien. On a bien démarré. Alors en ce qui me concerne, comme vous le savez, l'hôtel Métropole est fermé jusqu'au 2 mai. Donc j'observe effectivement ce qui se passe avec l'ensemble des hôteliers et des restaurateurs. Mais c'est plutôt un très bon début d'année avec des événements importants. Il y a toujours des axes d'amélioration, bien évidemment. Donc nous y travaillons. Enfin, on est quand même content de ce début d'année. Une satisfaction qui transparaît sur les visages des invités tout sourire. Certains d'entre eux seront récompensés pour leur engagement dans la promotion des métiers de l'hôtellerie-restauration, des métiers souvent aussi difficiles que passionnants. Retrouvons à présent notre chronique consacrée à ceux qui font Monaco. Christine Lapetit nous emmène cette fois du côté du Larvoto. Oui, aujourd'hui dans Ceux qui font Monaco, je vous propose que l'on se retrouve au 39 avenue Princesse Grace à mcmarketthecorner.com, un multimarque spécialisé dans le luxe et vous allez le voir ici, le choix est grand. Ça a commencé avec des magasins qui sont nés dans les années 90 au Métropole, qui s'appelaient Espace Mirage, qui étaient des premiers magasins de luxe multimarques, essentiellement pour femmes, avec un peu d'offres pour hommes. Et puis très rapidement, après le Métropole, on s'est déplacé en dehors du Métropole, avenue des Spélugues, là où il y a aujourd'hui Brunello Cucinelli. Et puis ensuite, de fil en aiguille, pour des raisons de stratégie, des raisons économiques, on est venu dans le quartier du Larvoto qui s'est pas mal développé ces derniers temps. On a deux boutiques, une boutique qui donne un assortiment de marques de vêtements et de sneakers pour hommes, et une boutique historique qui est la boutique Femmes Multimarque. En janvier 2023,
Le groupe TheCorner.com nous a rejoints, était devenu un partenaire fort pour nous. Nous sommes associés avec lui. Et dans toutes leurs boutiques, ils vendent beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Le marché mondial, globalement, de l'homme s'est beaucoup transformé ces 10 dernières années. Et donc, on a eu cette opportunité, donc, à côté de la boutique Fafam, d'ouvrir ici la boutique homme qui se situe sur 3 niveaux, avec un éventail de marques plus sport, plus jeune, un positionnement un petit peu plus jeune que celui de la femme, et avec des collaborations de sneakers qui sont recherchées un peu par toutes les générations d'ailleurs, pas forcément que les enfants ou les juniors, il y a aussi les parents ou les mamans parce qu'on fait des sneakers pour hommes et femmes. Notre core business, notre métier historique, c'est le luxe multimarque pour femmes. On a toujours vendu des robes, des designers, alors ça peut aller de Balenciaga jusqu'à Alaïa, en passant par Thierry Mugler ou Jacquemus, dans différentes gammes de prix. Et quand même au fil des années, le sportswear et les vêtements unisexes et intergénérationnels se sont développés, et à la fois dans les marques de luxe, mais dans les marques moins chères. Donc en fait, c'est pas qu'on s'est spécialisé dans le sportswear, c'est qu'on s'est adapté à ce que portent les gens. Donc c'est une recherche permanente, parce qu'à Monaco, on a une clientèle qui est, on est privilégié, on a une clientèle qui a un pouvoir d'achat élevé, mais ça reste quand même une ville avec un nombre d'habitants, je sais pas, on doit être 20 000 habitants à peu près à l'année. Donc il faut toujours renouveler le portefeuille de marque. Et pour cela, essentiellement, il y a 2 villes qui se dégagent, c'est Paris et Milan. Donc il faut se déplacer, être en contact toute l'année, les contacter pour les nouvelles marques. Et pour les marques qu'on a déjà, suivre en permanence les collections, les pré-collections, aller dans les showrooms, sélectionner dans les marques et sélectionner des marques. On essaie de faire des sélections courtes, c'est-à-dire très identifiables à ce qui ressemble à notre clientèle. Et effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir des sélections larges avec beaucoup de profondeur et de quantité, parce que de toute façon, on a une clientèle qui n'aime pas trop voir que sa meilleure amie a la même robe. Vous l'aurez donc compris, une boutique homme, une boutique femme. Nous l'avons vu, de très jolies pièces avec un choix varié. Il ne vous reste donc plus qu'à venir faire votre shopping. Restons dans le même quartier. Une journée de sensibilisation et de sport, c'est ce que propose la Fondation Princesse Charlène de Monaco avec le Road Safety Day, dimanche 23 mars, sur l'esplanade du Larvoto. Cet événement familial et convivial est dédié à la sécurité routière, à vélo et à l'initiation des jeunes au sport. Tout au long de la journée, de nombreuses activités gratuites seront proposées pour sensibiliser le public, tout en offrant des expériences ludiques et éducatives. Les organisateurs vous incitent à venir avec votre propre vélo et votre casque pour profiter des animations. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont dédiées aujourd'hui au traditionnel concours du Grand Cordon d'Or organisé au lycée Régnier 3. D'ailleurs, sachez que vous pourrez retrouver vendredi un après-JT consacré à cette 42e édition. En attendant, dans quelques instants, la météo de Sarah Nkari. Quant à nous, on se retrouve jeudi 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le temps sera toujours mitigé demain avec quelques éclaircies en matinée, des nuages plus épais en deuxième partie de journée et quelques averses à prévoir en soirée. Du côté des températures, elles seront sensiblement égales à celles d'aujourd'hui avec des maximales allant de 8 à 13 degrés. Attention, le ressenti sera un peu moins élevé à cause du vent, notamment dans l'après-midi. Avant de vous quitter, un coup d'œil sur le calendrier. Nous fêterons ce jeudi les Rodrigues, un prénom rare chez nous, mais très populaire en Espagne et en Amérique latine. Belle soirée à tous sur Monaco Info et à demain. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.